Nature émotive, là où le succès se raconte. Alors, bonjour tout le monde, re-bienvenue à Nature émotive. Pour cet épisode-ci, on a un épisode un petit peu plus spécial. En fait, c'est la fermeture de notre première saison. Aujourd'hui, je suis accompagné de Louis-Félix Binette, qui est notre partenaire proximité de diffusion de chez Main, le parapluie, le parachute, name it, l'homme de la situation. Et on a aussi le plaisir d'être accompagné de Nathalie Riverain, qui est présidente chez Rouge Canary. Corrige-moi parce que la liste, écoute, si je la lis, Permets-moi de la lire, en fait, je pense que ça va être plus simple. Donc, cofondatrice de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Tu es l'ex-PDG aussi de Femmes Essor, qui est devenue Evol, fondatrice de Rouge Canary, et depuis tout récemment, nommée repreneur en chef du Québec. Aujourd'hui, on parle, dans cet épisode-ci, on va parler de... en fait, en affaires, on parle souvent de passion, on parle de vision, on parle de résilience, mais rarement, je pense qu'on ne parle pas assez du prix humain. Qu'est-ce que ça coûte tout ça? Le coût énergétique d'être en affaires, l'énergie qu'on donne quand on n'en a plus. Est-ce qu'on a des réserves des fois qu'on va piger ou qu'on abuse? T'sais? Des fois, on passe la limite puis qu'on abuse. Premièrement, merci d'être en Nature émotive avec nous. Puis merci de fermer la première saison aujourd'hui avec nous. Donc, on y va tout de suite. J'avais des questions pour Nathalie. Peux-tu bien me dire c'est quoi une repreneur en chef? C'est un peu la cheerleader des entrepreneurs qui pourraient prendre leur retraite éventuellement. En fait, le gouvernement m'a donné le mandat de parler de reprenariat, d'essayer de rejoindre les cédants pour les amener à se préparer. Parce que ça prend 5 à 10 ans de transmettre une entreprise. C'est un long parcours humain, émotif, intense, et en même temps très cartésien, financier, fiscal, successoral, en tout cas. Donc c'est ça le mandat que j'ai. Et de co-présider avec M. Drainville le cercle d'experts en reprenariat pour trouver des solutions rapides, concrètes, pour faire en sorte que les entrepreneurs passent à l'action. Fait que c'est ça, repreneur en chef. Es-tu en mesure de nous donner des stats ou peut-être des chiffres de ça représente quoi au Québec en ce moment, les entreprises qui sont flottantes, j'ai le goût de dire, qui cherchent un acquéreur ou qui cherchent une relève? Je vais te donner des stats que j'ai fait sortir cette semaine par le ministère pour qu'on replace comment l'entrepreneuriat puis l'entrepreneur est important dans notre économie. En décembre 2025, on avait 123 000 entrepreneurs avec au moins un employé. Puis là, c'est 123 000 pour 9 millions d'habitants. Fait qu'il y a de moins en moins d'entrepreneurs. Au pic, là, au summum de l'entrepreneuriat québécois, on avait 195 000 entrepreneurs avec au moins un employé. Puis ça, c'est là 20-25 ans. Fait qu'il y a un déclin important de l'entrepreneuriat au Québec. Ça s'accélère à cause que des entrepreneurs sont rendus à l'âge de la retraite. Puis, quand un entrepreneur prend sa retraite, il trouve un repreneur. Fait que ça s'annule. Fait qu'on on a de moins en moins d'entrepreneurs, de moins en moins d'entreprises. Puis, en plus, on est dans cette période critique-là où les entrepreneurs doivent transmettre. Fait en volume, il y a à peu près 44 000 entrepreneurs de 55 ans et plus. Fait que c'est un peu notre cible. C'est ce qu'on appellerait, mettons, des entrepreneurs sortants? Ou qui sont, c'est ceux qui doivent commencer à se préparer parce que comme ça prend 5 à 10 ans, puis c'est un long processus, il faut sortir des opérations, se trouver une équipe, se trouver des repreneurs. Donc, c'est ceux qu'on cible notamment dans la stratégie qui est sur l'offensive reprenariat Québec. Puis est-ce que, dans le fond, toi, tu vas cerner ces gens-là, tu trouves des solutions, etc., ou tu es en charge d'accompagner, ou juste pour bien comprendre? C'est pas très opérationnel, c'est vraiment une stratégie d'influence. Il faut que j'aille parler aux entrepreneurs sur le territoire pour leur dire as-tu pensé à ta préparation, as-tu pensé à ta retraite, comment le gouvernement peut t'aider, qu'est-ce qu'on pourrait faire concrètement, pas en one-on-one, mais comme stratégie ou comme soutien pour t'aider à passer à l'action. C'est ça le mandat. Puis on a quelques mois pour y arriver avant le changement de gouvernement. Puis là, après, il va falloir continuer de travailler ou d'aligner la stratégie du reprenariat au Québec. Permets-moi juste de découvrir un petit peu ton parcours.
repreneur en chef, je veux dire, comment on se rend là? C'est-tu parce que tu as vendu des entreprises avant? T'as-tu un background, genre, de gérer des portfolios de business? Je sais pas, je suis curieux de t'entendre. Ben, quand tu as lu tu sais, mon CV, il manquait un élément d'ailleurs. Il me manque un titre, là, puis c'est le plus récent, c'est PDG de Persévérance entrepreneuriale. OK. En fait, l'organisme qui est derrière ça, c'est un think tank en entrepreneuriat. Fait qu'en 2020, j'ai parti cette OBNL-là en me disant faut réfléchir globalement, collectivement à la situation de l'entrepreneuriat. Fait que ça a comme un peu placé ce que je voulais faire, parce que je suis économiste de formation. Puis OK. j'ai fait plein de choses, mais j'avais envie de reprendre ce recul-là un peu plus macro sur c'est quoi qui se passe dans l'entrepreneuriat. Puis première chose que j'ai constatée, c'est qu'il y avait beaucoup d'entrepreneurs en difficulté. Puis évidemment, ça contribue à la sortie de milliers d'entrepreneurs des affaires. Fait que j'ai créé Persévérance entrepreneuriale pour ça. Initialement, on a été financé par la MEIA pour le faire, pour le démarrer. On a été coupé récemment, il y a un 1er avril l'an dernier, là. C'était pas une joke. Il coupait ce programme-là parce que le gouvernement jugeait que c'était pas la priorité d'aider les entreprises qui traversent des difficultés. Fait qu'avec ma tête de cochon, j'ai pas arrêté de relancer chaque ministre que j'ai pu côtoyer pour leur dire, écoutez, il faut prendre soin des entrepreneurs. Puis il n'y avait pas de place pour prendre soin de ça dans la stratégie qui est en cours. Fait que, au lieu quoi. Fait que M. Poulain m'a donné un micro pour me dire, OK, si tu veux contribuer en entrepreneuriat, ben là, on a besoin urgemment de travailler la stratégie en entrepreneuriat. Fait que c'est comme ça que ça s'est passé à force d'être vocale aussi. J'ai été comme plus vocale dans la dernière année là, sur l'entrepreneuriat. Je peux pas croire que ça soit pas notre priorité au quotidien. Comme société. Priorité politique, comme société. On est les agents de changement, les innovateurs, les créateurs de richesse. Puis, on n'est pas tant. Hein? Il y a peut-être 200 000 entrepreneurs qui créent des emplois, de la richesse. On ne peut pas croire qu'on ne soit pas tout le temps mis de l'avant, éclairé, encouragé avec des programmes puis avec toutes sortes de façons. En tout cas, moi, ça me dépasse, puis j'arrête pas d'être vocale là-dessus, puis j'ai pas fini. Puis pourquoi je suis aboutie là? C'était le fil conducteur de toute ma carrière. J'ai commencé comme économiste de l'entrepreneuriat. J'ai créé l'indice entrepreneurial québécois. Je sais pas si tu connais ça, là, mais à chaque année, on prend une photo de l'entrepreneuriat au Québec. Puis dans ma jeunesse, ma jeune vingtaine, ma jeune trentaine, j'ai créé ça avec la Fondation de l'entrepreneurship. Après, ben, ça m'a donné le mandat de créer... j'ai rencontré Marc, j'ai embarqué dans le projet de l'École d'entrepreneurship. Quand je suis partie, ben, Femmes et Sœurs cherchait quelqu'un pour fusionner. Alors là, je suis tombée les deux mains dans l'entrepreneuriat féminin. Puis, ben, c'est ça, de fil en aiguille, je connais plein de monde. Puis les gens savent que... Parle-moi avec un micro pour parler d'entrepreneuriat, puis on peut passer 2 jours à le faire. Là. Puis j'ai envie de le faire. Je me sens confiante, je suis solide. Après tous les hauts et des bas, les bas que j'ai vécus, j'ai comme... C'est mon chemin. Puis moi, je vais avoir 55 ans prochainement. Puis je regarde, tu sais, dans 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que je vais vouloir avoir fait, créé, concrétisé, puis ça, avoir fait une différence en entrepreneuriat. En toute franchise, je t'écoute, puis dans ma tête, je pense à moi plus tard. Ce que je voudrais éviter, c'est un peu le one-man show de l'entreprise. Je disais tantôt la pieuvre, là, d'être celui qui gère tout un peu à moitié. Comment est-ce qu'on se prépare à aller là? Puis, deuxième volet de ma question, qui s'en va peut-être plus vers Louis, tu disais, tu sais, on a mal aux entrepreneurs ici. L'entrepreneur a mal en ce moment, puis il y a de l'excès, des fois, on abuse nos limites. Comment est-ce qu'on le prend en main, cet entrepreneur-là? Peu importe le groupe d'âge. Là. Fait que c'est une question un peu en 2 volets. Premier volet. Maintenant, je crée des entreprises en me disant qu'il faut que je sois inutile. OK. Puis c'est ce que je comprends. Je communique à tous les entrepreneurs que j'accompagne, comment tu peux te rendre inutile dans ton entreprise. Jour 1. Fait que l'idée, c'est... Puis sur le plan stratégique, ça fait plein de sens. Si tu as toujours les 2 mains dans les opérations, tu n'es pas capable d'avoir la vision d'ensemble de ce qui se passe autour de toi. Puis ce qui est le fun pour l'entrepreneur, c'est de créer, c'est de développer des stratégies, c'est de rêver dans 3, 4, 10 ans où est-ce que je vais être. Puis si on oublie tout ça, on a pris dans les opérations, puis on n'a plus de fun. Tu sais, l'entrepreneur qui tombe épuisé, là,
c'est parce qu'il ne fait pas ce qu'il aime. Il fait ce qui gruge de l'énergie, alors que l'entrepreneuriat, ça y en donne de l'énergie. Fait qu'il faut... Puis la stratégie, puis la création, ça donne de l'énergie. Louis, Fait que- je vois que ça, Non, mais ça bouillonne. Oui, tellement, parce que je me sens un peu comme cordonnier mal chaussé, parce que je dis ça, si on est un rouage de ton entreprise, là, imagine les barbapapas là, qui ils font des rouages, puis ils font tourner la machine. Là. Ils peuvent plus s'en aller. Là. Il faut qu'ils fassent tourner la machine. Ils peuvent plus aller explorer, rencontrer de nouvelles personnes. Si toi, ton corps, ton temps, ta disponibilité mentale, elle fait partie des rouages de la business, puis tu n'es pas capable de t'en sortir sans que tout l'engrenage s'effondre, bien, ta business, en fait, n'est pas pérenne. Tu peux pas penser la vendre, tu peux pas penser ouvrir un nouveau marché, etc. Tu as les mains dedans. T'es pogné dedans, t'as la cravate dans la machine. Ben, c'est un peu comme je vous disais je sais pas si on peut appeler ça coulisses, là, avant qu'on enregistre. Tu sais. J'ai passé, moi, beaucoup de temps à travailler dans mon entreprise. C'est nouveau que je travaille sur mon entreprise. Donc, j'aime ce que tu dis avec te rendre inutile. J'aime la nuance, tu sais. On a tendance à vouloir peut-être... Je sais pas si c'est tout géré nécessairement. Je veux pas tout gérer, mais juste le fait d'être... Je veux être au courant de ce qui se passe, tu sais. Je sens que j'ai besoin d'être au courant de tout, qui est un peu de micromanagement, mais à la fin de la journée, j'ai-tu besoin de ça, tu sais? Plein de questionnements comme ça que je suis comme des fois justement, je tombe dans de l'excès où j'ai pas besoin d'être au courant de tout. Là. Je fais confiance à mes intervenants, je fais confiance à mon monde chez nous, puis ce réflexe-là, c'est à travailler, tu sais. Fait que je peux juste imaginer des gens qui, en fin de carrière, seraient prêts à peut-être se départir de l'entreprise, puis qui sont ancrés justement dans la machine, tu sais, qui n'ont jamais changé d'habitude, puis qui opèrent leur business de même depuis tout le temps. C'est difficile quand tu as des jeunes qui se présentent dans l'entreprise, puis qui sont des acteurs de changement, tu sais. Mais tu vas mettons, tu vas acheter une entreprise, je sais pas moi, en ébénisterie. L'entreprise, ça fait 25 ans qu'elle roule, elle a un chiffre d'affaires qui a grandi, mais 100% des ventes viennent du fondateur. Ouais. Toi, tu veux racheter ça, là. Good luck. Tu peux pas acheter le 25 ans d'expérience du fondateur puis le mettre sur une disquette puis le télécharger à l'intérieur de toi, là. Ouais, puis les relations, les contacts, les ceux, là. Fait que, c'est là où, à quelque part, plus tu tolères ça longtemps, plus tu impactes la valeur à long terme. Oui, tu as un bon chiffre d'affaires, mais ton chiffre d'affaires, ici, n'est pas transférable. Parce que il est encore dépendant de ta présence, là, ta main sur les engrenages. T'es fait. T'sais, la valeur à long terme, elle n'existe pas. Tu ne peux pas faire croître ton entreprise non plus. Parce que si tout dépend de toi, à un moment donné, tu vas juste t'épuiser à essayer de tout faire. Fait qu'essayer de se rendre inutile, c'est aussi, s'entourer des gens beaucoup plus forts puis beaucoup plus compétents que soi. Puis c'est un levier pour aller chercher de la croissance de ton entreprise. Parce que tout le monde a juste 24 heures dans une journée. Fait que pourquoi il y en a qui ont 70 000 employés puis qu'il y en a qui sont bloqués à 5? Bien, une des solutions, c'est pas la compétence, puis c'est pas la passion puis la motivation, c'est la capacité à s'entourer de gens forts, puis de sortir les deux mains de la poutine pour être capable d'être dans la stratégie, puis dans ce qui va toujours amener un peu l'entreprise plus loin. Fait qu'être inutile, c'est pas être inutile dans tous les sens, c'est d'être concentré sur là où le chef doit être, c'est-à-dire en avant du bateau. Être remplaçable partout, sauf là. Partout, oui, c'est ça. Louis, on fait une parenthèse là, rapidement. Main est le partenaire de Nature Émotive depuis le début de la saison. Ouais. Vous mettez de l'avant des programmes qui accompagnent les entrepreneurs puis qui accompagnent, en fait, je te dirais, corrige-moi, là, la grappe ou ce qu'on appelle l'écosystème en parlance. D'affaires. Ouais. Est-ce que toi, c'est des trucs que tu remarques ou est-ce que c'est peut-être des signes avant-gardistes que tu remarques chez les entreprises? Une entreprise qui est en sortance, qui stagne ou l'inverse, un jeune qui... Je me prends moi, par exemple, acheter une entreprise, j'aurais aucune idée comment faire ça. C'est pas parce que ça m'intéresse pas, je ne connais pas ça. Oui. Écoute, c'est une question, là, si on commence à déballer ça, là, on en a pour un podcast complet, mais ça fait référence au deuxième volet de ta question, là, quand on dit on a mal à l'entrepreneuriat, puis pourquoi c'est si difficile à l'échelle individuelle, à l'échelle communautaire, à l'échelle sociale, de penser à un entrepreneuriat qui est positif, sain, puis qui nourrit notre société, puis qui est qui est le régénérateur de notre économie.
Je pense que, il y a la vision de l'entrepreneur est super dichotomique dans notre société. Tu sais, on a la vision des grands entrepreneurs, ceux qui sont aujourd'hui à la tête d'entreprises de 10, 15, 20 000, là, tu sais, le Québec Inc., puis les grands entrepreneurs internationaux, tu sais, qu'on glorifie comme étant des visionnaires. Puis en même temps, on a comme cette vision de l'entrepreneuriat que, ben, tu sais, t'es tout seul, il faut que tu fasses tout, justement. Puis c'est super dichotomique parce qu'à quelque part, ça se situe entre les deux, mais il y a énormément une grosse pression. Il faut que je sois comme Elon Musk ou je suis pas bon. Tu sais. Ben, attends un peu, là, il y a comme plein de versions d'entrepreneuriat. Puis il y a aussi cette vision-là, ben, partir en business, c'est manger du craft dinner puis des nouilles ramen pendant des années. Tu sais. Bon, là, il y a comme cette dichotomie-là qui est vraiment difficile. Puis, d'autre part, ce qu'on glorifie un peu au niveau des politiques publiques, c'est la technologie, la solution miracle, le service, le machin, sans valoriser l'humain derrière. Puis de la facilité, tu sais. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme cette espèce de triangle qu'il n'y a aucun de ces pôles-là qui incarne la vérité, mais l'individu qui contemple l'entrepreneuriat, je donne des cours à l'université à des jeunes qui contemplent peut-être ça. Puis actuellement, ils regardent ces trois pôles-là, ils vont comme je ne reconnais nulle part là-dedans. Je ne fit pas dans les cadres. Puis ultimement, les entrepreneurs qui décident de se lancer, ben, ils font face à un paquet d'incertitudes. Là. Aujourd'hui, se lancer en entrepreneuriat dans le contexte géopolitique, économique, dans le contexte de plein emploi, la flambée des salaires, l'inflation, name it, il y a tellement d'incertitudes que tu es vraiment seul là-dedans. Puis une société qui ne valorise pas autre chose que ces trois pôles-là, c'est quoi ta tech? T'es-tu un entrepreneur génie solo? Puis tu veux te lancer en affaires? Ben débrouille-toi. T'sais? Puis si t'échoues, ben too bad, on va saisir ta maison, puis that's it. T'sais? Comme si la société ne trouve pas un juste milieu où on peut avoir une communauté qui peut rêver d'un entrepreneuriat qui ressemble aux personnes qui commencent, plutôt qu'à des espèces de visions. C'est sûr qu'on a mal à l'entrepreneuriat. Là. C'est sûr qu'il y a des gens qui se lancent là, ils se pètent la gueule, ils se sentent stressés, ils se sentent seuls, ils vivent l'incertitude. Ils sont comme laissés pour compte. Mais sur tous les programmes, tu me fais réfléchir. Vas-y. Je vais te donner un exemple. Dans les données que j'ai eues mardi, 16 000 entrepreneurs pensent à fermer leur entreprise dans la prochaine année. Eh boy. Pourquoi? 16 000. Parce qu'ils sont épuisés, parce qu'ils veulent faire autre chose, parce qu'ils ont perdu le fun, parce qu'ils ont une entreprise qui est moyennement rentable, parce qu'ils pensaient que ils ne s'attendaient pas à ce que ça soit ça, puis ils visualisaient, ils rêvaient à autre chose. Les chiffres, c'est 36 % ont des enjeux de santé mentale. Fait que c'est beaucoup de monde. Puis une autre stat qui est épouvantable, 50 % des faillites depuis 2020, 50 % des faillites du Canada sont au Québec. Depuis 2020. On représente 20 % de la population. C'est pas beau, hein? Oui. Fait que c'est dur d'être en affaires. OK. Puis c'est dur d'être en affaires, puis c'est quasiment impossible de réussir seul, sans entourage solide, sans un réseau solide. Puis des fois, l'entrepreneur, il n'écoute pas tout le temps. Hein? Je sais pas si je te dis quoi faire, tu vas peut-être dire, Tu me demandes à moi? On a bien beau dire, prends soin de toi, puis sois vie en équilibre, puis entoure-toi bien. Puis, des fois, malheureusement, l'entrepreneur, il apprend quand il fonce dans le mur. Malheureusement. Il apprend quand ça fait mal. Quand ça fait mal. Fait qu'on essaye de... Louis, tantôt, tu disais manger du ramen, des toasts au beurre de pinot. Et Nathalie Riverain, est-ce que ça l'a mangé, des ramen puis des toasts au beurre de pinot? J'ai été quand même assez chanceuse. Là. À part à l'université, j'ai commencé ma carrière comme prof à HEC à 28 ans. Fait que, bon, avant ça, j'étais étudiante. Fait que ça allait... Oui, j'en ai mangé. Mais, fait que ça, c'est quand même le privilège que j'ai eu d'avoir un bon emploi dès le départ. Mais c'était pas ma place. J'étais une fille de PME. J'ai grandi à côté de la shop de mon père. J'ai toujours été fière de ce qu'il faisait à petite échelle. Fait que quand je suis rentrée dans l'institution montréalaise pour être une universitaire cérébrale, j'ai réalisé rapidement que c'était pas fait pour moi. Fait que non, j'ai pas mangé. Après ça, je n'ai plus mangé de ramen, mais
mais me nourrir profondément de ce qui m'habitait comme fil conducteur de carrière, ça, j'en ai manqué de nourriture à ce moment-là. J'ai Par mon rapport à why, là. Par rapport à de l'excès? Non, non, rapport à... par rapport à... C'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais influencer, avoir de l'impact. J'étais professeur pendant 2 ans, vrai prof, là, embauché à vie, là, grosse job, là. Un vrai prof. Puis c'était tellement cérébral comme job. Puis je parlais d'entrepreneuriat puis de PME, puis j'enseignais la gestion des PME. J'avais encore jamais travaillé, tu sais. J'avais travaillé chez Dunkin' Donuts, genre, là, tu sais. Puis, fait que c'était pas ça. Tu sais, je me suis trompée de chemin, on va dire, quand j'ai commencé ma carrière. Mais j'avais une super job. Fait que tout le monde, ma mère était contente. J'avais justement, tout le monde était wow, mais moi, c'était pas ça. Puis il a fallu que je change de chemin. Après ça, j'étais allée travailler à la fondation, puis j'ai fait d'autres choses. Puis après, ça a bien été. Mais tu sais, moi, j'ai toujours eu... cela dit, mes premiers jobs, quand j'avais la vingtaine, c'était toujours des jobs de travailleur autonome. Fait que, tu sais, j'ai un contrat par-ci, un contrat par-là. Puis finalement, je m'en sortais bien. Fait que, on dirait que je me suis habituée à vivre avec cette espèce d'insécurité-là. Il y a un mandat qui rentre, il y en a un autre. Puis gérer ça comme ça, tu sais. Fait que... Puis étonnamment, quand je suis rentrée à HEC, le fait d'avoir juste un contrat, ça m'insécurisait. OK. J'avais juste Même un si c'est un employeur. Une impression Même d'être si c'est un attaché, bon là. contrat. Eh bien oui, écoute, fait que mon mode, là, c'est que j'aime mieux avoir plusieurs... Tu sais, j'ai Rouge Canary, c'est mon entreprise privée, j'ai un OBNL, puis là, j'ai une job de repreneur en chef. Là, je me sens safe. J'ai comme pas toutes mes œufs dans le même panier, puis je suis capable d'avancer. Je suis capable d'oser, d'innover, je suis capable de prendre des risques dans un chemin, sachant qu'il y en a 2 autres qui sont là. Ça, c'est comme ça que je te dirais que j'équilibre mon risque. Puis je m'assure de manger pas de beurre de pinot. Je pense que tu te laisses de la place pour être dans l'action. C'est un peu ça aussi. Tu te mets dans le trafic, tu sais. Oh oui, là, je me mets dans le trafic. Délibérément, hein, parce que j'ai ralenti dans le trafic beaucoup pendant un bon 5 à 7 ans. Parce que j'avais pas... il me manquait... J'avais perdu mon why, je te dirais. J'avais perdu mon... Okay. Moi qui ai toujours été super ambitieuse, puis ça a amené à des excès, puis on va en parler, là. Tu sais, dans ma vingtaine, j'étais ambitieuse, là. Moi, je m'étais dit, je vais être prof d'université. Puis j'étais une timide, là, gênée, là. J'aurais de la misère à avoir une conversation en one-on-one avec toi. Fait que je me suis poussée. Puis je me disais, moi, à 30 ans, je veux influencer politique publique en entrepreneuriat, puis je vais me ramasser à parler d'entrepreneuriat devant le premier ministre. Ça, c'était mon ambition. Après ça, quand je suis rentrée dans le projet avec Régis Labo, ma fondation, c'était comme, OK, on va parler d'entrepreneuriat dans toutes les régions. Écoute, j'ai fait le tour des régions, des couchers dans tous les motels pour faire des conférences. Puis là, n'avais pas de minute. J'étais l'ambition qui me drivait. Après ça, quand je suis tombée dans le projet d'école d'entrepreneurship de Beauce, écoute, là, je suis tombée dans le plat de bonbons de l'entrepreneuriat québécois, là. Je veux dire, c'était sans fin. Là, ça nourrissait. Je suis allée au bout de ça, là. Puis quand ça s'est arrêté, et là, j'ai comme... j'étais fatiguée, premièrement. Puis pendant quelques années, un bon 5 à 7 ans, je me suis dit, je sais plus si je suis encore ambitieuse. Il a fallu que ça se replace. Ça m'a pris 5 à 7 ans à avoir... Puis tu sais, pour faire ce que je fais là, faut que je sois ambitieuse, faut que j'ai envie de convaincre, faut que je sois convaincante, faut que j'ai envie de prendre mon char puis de m'en aller là-bas. Puis ça demande de l'énergie, mais là, il faut être connecté sur quelque chose. Puis là, c'est comme j'ai comme me reconnecter sur ma mission profonde. Puis c'est ça. Puis là, j'irai pas dans l'excès, par exemple. C'est bon. Est-ce que c'est un... Comment je peux dire ça? C'est-tu un pattern que tu reconnais chez les entrepreneurs, Louis? Ou qu'on voit ou qu'on connaît? Ou est-ce que un peu le syndrome du hilltop en anglais, là? Tu travailles très, 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 très fort jusqu'à temps que tu arrives à un certain point de carrière, puis que là, what's next? Là? C'est quoi qu'il y a après? Là? Ouais. Puis là, ça tombe peut-être en fatigue ou en... T'as une place, là, comme une zone grise, là. J'ai peut-être une hypothèse par rapport à ça. C'est que au Québec, le coût de l'échec, l'opprobre de l'échec, même le coût d'une faillite, où pendant 7 ans, tu es obligé d'avoir une carte de crédit que tu mets de l'argent dessus avant de pouvoir l'utiliser quelque part. Tu ne peux pas siéger sur aucun CA. Tu sais, le coût de l'échec, le coût d'échouer, la perception sociale, de dire quand ça va bien, on va jaser dans ton dos, on va faire des jambettes, mais quand tu vas échouer, on ne sera pas là pour t'aider. Ça amène probablement, c'est tellement coûteux d'échouer, que ça amène les gens à s'obstiner. Pas à persévérer. S'acharner. À s'acharner, à s'obstiner, à aller puiser dans les réserves que tu mentionnais tantôt.
Alors que, tu sais, j'ai passé une semaine aux États-Unis en avril. Là-bas, c'est bien moins coûteux de dire « Hey, ça marche pas. » Ça marche. Ça marche pas assez par rapport à ce que vaut mon temps, puis mon énergie, puis une année de ma vie pour que je m'acharne encore un an à essayer de faire fonctionner de quoi ça arrive juste, tu sais, ou ça fait pas les profits qu'on a prévus. Fait que on jette ça, on arrête ça, puis on recommence autre chose. Le coût d'échouer, le coût d'assumer, de dire « Hey, j'ai essayé de quoi, puis ça n'a pas marché. » Eh bien, tant mieux pour toi. Qu'est-ce que tu as appris dans ton échec? Ici, là, j'ai des amis qui ont fait faillite après 30 ans de business. Là. Puis, peut-être du jour au lendemain, c'est drôle. T'as moins d'amis que t'en avais, tu sais. Alors que là-bas, c'est comme, je sais pas, il y a comme cette idée-là, ça marche pas, on recommence. Je pense qu'il y a un coût de l'échec. C'est fou, hein? Il y a un coût de l'échec qui nous amène à continuer d'investir. Là, en anglais, on dit le path dependency, la dépendance du sentier. Continuer d'investir. Puis souvent, je le vois dans les entrepreneurs, on n'a pas le courage de leur dire, tu sais quoi, toi, ton cerveau, ta créativité, ta drive vaut bien plus que le projet d'affaires sur lequel tu t'acharnes. Socialement, on perd des années de travail d'entrepreneur sur des projets qu'on maintient en vie artificiellement. Là. Quelle est la solution? Moi, ce que je vois, là, moi, j'y reçois les entrepreneurs qui sont épuisés avec des entreprises pas rentables. Fait que là, la question, c'est... Puis là, ils veulent les sauver. Parce qu'ils existent à travers leur entreprise. Puis c'est là qu'est l'immense danger. Donc, on vient flouer un petit peu la passion puis l'obsession. Ben, en fait, c'est que si j'ai pas d'entreprise, je ne suis rien. Je suis rien sans mon entreprise. Ouais. L'identité est liée. L'identité est liée. Alors, ce qu'il faut travailler, c'est peut-être ça, une des différences culturelles. Tu sais, cette espèce de dissocier. Tu es un entrepreneur, tu es en train de créer une entreprise. Si c'est pas la bonne, tu vas être capable d'en faire un autre. Tu es un entrepreneur quand même. Si tu as fermé ou tu as fait faillite, tu es un entrepreneur quand même. Si tu as du succès, tu es un entrepreneur, mais si tu en fermes une puis décides que tu vas passer au prochain projet, tu es encore bien plus un entrepreneur, dans le fond. Oui. Le fait d'avoir fait un échec, deux échecs, c'est vu positivement pour un investisseur. Dire, hey, toi, tu as crashé deux entreprises, tu as fait des apprentissages. Je n'attendrai pas 7 ans avant d'investir dans toi. Recommence tout de suite, je te donne de l'argent pour que tu repartes. T'sais. Puis, y a-tu des solutions ou conseils de vos deux milieux d'expertise un peu différents, là, mais à sauver ce coût, j'appelle énergétique, là. On parle pas d'électricité, mais le coût énergétique de l'entrepreneur, à un moment donné, c'est qu'il n'est pas illimité. Là. Cette énergie-là, t'arrives à un point où si ça marche pas, en tout cas... Ben moi, je dis toujours, on les appelle les persévérants chez nous, premièrement, tu es plus important que ton entreprise. Parce que ça, cette perception-là, elle change dans le temps. Puis là, leur identité passe tellement à travers l'entreprise que là, l'entreprise commence à aller mal, fait qu'eux, ils commencent à aller mal. Mais moi, je dis toujours, ton entreprise, c'est un véhicule. Puis à un moment donné, ça se peut que tu changes de char. Puis c'est pas pire que ça. Tu vas être encore un entrepreneur. Fait que, premièrement, tu es plus important que ton entreprise. Puis ton entreprise, c'est un véhicule à un moment dans le temps. Les marchés changent, l'économie change. Écoute, si c'est pas pire que ça, on va t'amener on va t'aider à bien la fermer ou à la vendre. Puis c'est ça, c'est assez fascinant que quand tu es l'entrepreneur, quand tu l'as, c'est en toi, là, c'est comme un réflexe, une façon de penser, une façon de voir la vie, bien, tu rebondis. Puis là, tu recrées avec quelque chose qui est un meilleur véhicule, qui est plus adapté à la situation. C'est un meilleur pilote. C'est un meilleur pilote. Puis l'énergie, tu t'épuises pas à sauver quelque chose qui marche pas. Tu mets ton énergie dans ce qui est le fun pour l'entrepreneur, créer, concevoir, rassembler. Puis, mais avec l'idée de devenir inutile un jour. Il ne faut jamais oublier ça. C'est ça. C'est ça l'image du parachute, hein? Je veux dire, t'embarques dans un véhicule, tu sais, un avion, là, tu veux un parachute, là, surtout si c'est un véhicule à fort potentiel de croissance avec un haut risque. Tu sais, on parle des entreprises technologiques, là, 8 sur 10 ne réussiront pas. Là, ils ne se rendront même pas au marché. C'est des véhicules qui sont faits pour carburer super rapidement. Mais on peut aussi prendre les exemples des commerces de proximité. Tu sais, un restaurant, j'en profite des 5 premières années de ton restaurant parce que les chances que tu en aies une 6e, les probabilités que tu aies une 6e année de ton restaurant sont faibles. Tu sais. C'est ça la durée de vie d'un commerce, c'est 5 ans. Fait que, tu sais,
il faut à un moment donné que tu dises, moi, je suis le pilote de ce commerce-là, mais j'ai un parachute. Là. Si le commerce crash, moi, je suis sain et sauf. Je ratterris les deux pieds sur terre. Je n'ai pas mis ma famille en danger, etc. Puis je suis capable de recommencer quelque chose. Ça, là, c'est culturel, ça. Mais puis il y a un point aussi où je pense qu'il y a une tolérance financière. Tout le monde a sa tolérance financière, conjoint et conjointe d'ailleurs, qui font partie ou pas partie, tu sais, comment je peux dire ça? Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ma conjointe a autant un apport stress financier sur moi, mes opérations, tu sais. Puis je pense que c'est un peu ça dans tous les Ta couples. famille faut qu'elle fasse partie de la Exact. décision. Est-ce qu'il y a une tolérance des fois où, exemple, mon entreprise à moi ou mes entreprises sont stables? C'est des entreprises qui sont en santé, à très petit format. Là, je veux dire, c'est des petits gabarits, mais on ne doit rien à personne. Puis je dors sur mes deux oreilles. Fait que ça, est-ce que des fois, il y a un facteur financier, Louis, que tu vois, ou peut-être Nathalie, tu sais, on doit tellement d'argent parce qu'on s'est endetté au début pour lever des patentes, là, qu'on n'a pas le choix de débarquer. Je ne peux pas débarquer du vélo. Je n'ai pas le choix. Oui. C'est quelque chose que tu vois? Oui, je vois ça, oui. Puis je vois ça même chez des entrepreneurs qui ont 30 ans d'expérience puis qui ont des entreprises qui sont solides. Mais à chaque fois, il faut qu'ils mettent tout ce qu'ils ont accumulé en garantie. Fait que même quand tu pars, tu mets ton personnel en garantie, tu mets ta maison en garantie, tu crois, tu achètes des équipements, ton entreprise. Le système bancaire, puis là, il faudrait voir si c'est-tu canadien et américain, mais te mets toujours au bat dans ton entreprise. Ça fait que tu sois petit ou grand, C'est toi qui prends le risque. c'est toi qui prends le risque. Puis c'est sûr qu'on a un système aussi avec Revenu Québec, là, c'est que tu t'en sortiras. Tout ce que tu dois au gouvernement, tu t'en sortiras jamais. Il va falloir que tu le rembourses. Puis ça, il y a bien des entrepreneurs qui ne le savent pas quand ils se partent en affaires. Leur conjoint qui s'en aperçoivent quand la petite enveloppe brune elle arrive avec la feuille bleue dedans. 2 ans après que tu penses que c'est fini, ils disent ah non, tu sais, t'es retenu à la source, la terre, TPS, TVQ, tu le dois encore. Ça, même si t'as fait t'en faillite. sors pas. Y a-tu une limite qu'on doit s'imposer comme entrepreneur? Oui. Que toi, tu vois, puis qu'on doit... Ben, une limite. Parce que je pense que la capacité de tout le monde est différente, là, à gérer. Tu sais, je ne gère pas bien ça, moi, des dettes, puis je suis extrêmement inconfortable avec ça. Puis un rien me... C'est très anxiogène chez moi. Heureusement, parce que ça me permet de faire attention. Mais Ben, c'est parfait. j'ai des amis entrepreneurs que eux, c'est comme, ben non, là, on bet the house, comme ils disent en anglais. Là. Est-ce qu'il y a une limite ou un milieu ou un conseil qu'on peut donner aux gens qui nous écoutent pour peut-être mieux établir ces limites-là? Il ne faut pas que ça soit limites-là? émotif. Tu sais, ton risque, il ne faut pas qu'il soit émotif. En fait, quand on plonge dans les chiffres, tout est rationnel. Puis il y a des ratios qui sont exigés par les banques, puis il y a des ratios d'endettement. Je veux dire, fait que j'enlèverais l'émotif de toute situation où je décide d'investir parce que je le sens. Puis, non, OK, avant de le sentir, c'est parfait si tu le sens. Le gut, c'est ça qui drive. Mais descends aller dans un fichier Excel, puis demande à un comptable qui sait compter si tu fais la bonne chose. T'sais. Les meilleurs entrepreneurs vont te dire j'ai pas risqué, pas tout le temps fait all-in, j'ai pris des risques modérés calculés. Modérés calculés. Rentrer dans un budget, dans des prévisions financières, puis validé par du monde autour. Puis tu peux prendre des risques à travers ça, mais il faut que ça suive les ratios parce que en ce moment, puis depuis quelques années, les banques puis ceux qui te prêtent de l'argent sont sont frileux, là. Fait que le risque, c'est qu'ils te prêtent une marge de crédit pendant 6 mois puis qu'ils te la rappellent parce que tu n'as pas suivi tes tableaux de bord financiers. C'est ça le risque. J'ai le goût de te demander, Nathalie, tu as mis des structures en place pour à peu près une dizaine d'entreprises ou une dizaine de d'entités ou de projets, appelons ça comme ça? Dans ta vie, est-ce que tu répliques un peu les mêmes genres de structures? Sans rentrer dans les détails personnels, évidemment, là, mais... Hey, c'est pas pareil une structure d'entreprise dans ma vie. C'est comme teinté un peu de quitter toi dans le personnel? Ou? Moi, je suis la même personne dans le personnel puis dans mes affaires. Puis ma vie est bien en équilibre maintenant. Moi, je suis la personne... Non, je suis la même personne. Moi, je crée, je calcule, puis on le fait. Okay. Dans ma vie, dans ma maison, là, moi, je vois tout le temps tout ce qu'il y a à faire. Je ne me mets pas de pression avec ça, par exemple. Tu as dit maintenant. Oui, maintenant. Qu'est-ce qui a changé? Hey,
j'étais allée dans l'excès, hein, on a raconté. À un moment donné, j'ai été tellement habitée. Mettons, à un moment donné, j'ai vraiment oublié que j'étais Nathalie Riverain, puis j'avais une vie avec des amis, une famille, même une jeune fille. Puis j'ai comme tout mis ma passion, mon intensité dans le projet de l'École d'entrepreneurship de Beauce. Parce que c'était du gros carburant à fun, là, du matin au soir. Puis il y avait tellement d'opportunités que je ne voyais que ce qu'il y avait à créer tout le temps. Fait que, puis on partait des choses. Puis on était toujours un peu les premiers on était les premiers à faire une école pour entrepreneurs. Puis là, c'était comme, on va en partir un autre programme, puis un autre programme. Puis fait que j'étais habitée par ça complètement. Dans l'excès, là, à oublier que mon corps avait mal. On parlait ignorer, en fait. En fait, à juste prendre des Tylenol parce que je sais que je vais avoir encore du mal à débarquer de mon auto après avoir fait 3 heures de route. Puis, tu comprends? Okay. À essayer de trouver des pilules pour régler mes maux plutôt qu'à régler le fondamental qui était l'excès, là. Fait que j'ai appris. Après, j'ai appris parce que quand ça arrête, là, j'ai été chanceuse que mes amis soient restés autour. Puis tout le monde était content que j'arrête quand j'ai quitté l'école. Mon conjoint, ma fille, mes parents, mes amis, ont fait comme enfin, on te voyait aller, personne n'était capable de t'arrêter. Mais on avait juste peur pour toi. On avait peur que. Mais tu le voyais-tu? Non. Pas en tout. Ben non. Zéro. Toi, t'étais sur ton high, là. Oui, tu sais, 5-7 ans d'adrénaline, là. Comment est-ce qu'on reste dans ce momentum-là sans se perdre, je veux dire? C'est pas qu'on se perd, là, mais tu sais, parce que je suis sûr qu'il y a moyen d'être sain dans ce momentum-là. Là. Oui, mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Des habitudes, non, Ouais, c'est ça, c'est c'était peut-être des habitudes, tu sais. Qu'aujourd'hui, tu serais capable de voir, aujourd'hui. puis de nommer, puis de mettre des limites, là. Aujourd'hui, je me suis... Tu sais, pendant COVID, au début 2020, là, j'avais parti Rouge Canary. Je me suis séparée. Je suis tombée toute seule à l'île d'Orléans avec ma fille. Plus de contrat. Puis là, j'étais à 48 ans. Puis là, j'ai fait comme... là, j'ai plus de job, plus de chum, je repars à zéro. Faut que j'ai une maison à payer, une fille de 16 ans à la maison. Qu'est-ce qu'on fait? Mais là, l'expérience est rentrée, puis j'écoute... je me suis dit, pour la première fois, j'ai du temps. J'ai ce que je veux pour jardiner. J'ai le terrain pour m'amuser. J'étais avec ma fille à temps plein de 16 ans, puis je pense que j'aurais pu être plus présente dans ma vie de mère. Fait que j'ai comme... C'est la COVID, tout est fermé. Là, cette fois-là, je vais lâcher prise. Puis je vais tellement mettre des choses saines autour de moi dans ma vie que ça va être non négociable pour la suite. Puis tu sais, là, c'est ça. C'est la plus belle chose qui me soit arrivée, c'est de faire un reset complet à 48 ans, puis de me dire, là, je vais vivre... Là, je vais-tu vivre ma vie, là, pour ma vie, là, tu sais, ce qui est important pour moi en priorité pour le reste de ma vie. Puis je vais m'entraîner, consciemment, je vais voir ce qui me fait du bien, ce qui me donne de l'énergie, ce qui m'en enlève. Puis je le sais, puis quand je vais repartir, là, puis là, j'ai reparti 2 entreprises. Tu sais, Rouge Canary, c'est reparti. Puis l'OBNL Persévérance, quand ça a parti en fou. Mais là, c'était comme pas au détriment de ce que j'ai mis en place qui était non négociable pour moi. Jamais. L'espace-temps de mes week-ends, mon enracinement, les 2 mains dans la terre tous les week-ends pour me grounder puis me recalmer. Fait que là, je suis partie une semaine à faire plein de choses dans le travail. Le week-end, je me retourne dans mes terres, puis là, je me ground dans ce qui est là, tu sais, mon conjoint, mon chien, mes plantes. Puis là, ça me donne tellement d'énergie, ces 2 jours-là off, que j'ai jamais été aussi performante du lundi au vendredi que depuis que j'ai développé cette routine-là, puis que j'ai nourri d'autres sphères de ma vie. Puis, tu sais, on pense qu'en travaillant plus, on va régler plus de problèmes. Moi, ça fait 5 ans que c'est une religion, 6 ans, une religion. J'ai besoin de 9 heures de sommeil, non négociable. Non négociable. De bon sommeil, de qualité. Puis je me scanne à chaque matin. C'est pas possible dans mon cas. Scanne à chaque matin. Tu sais, c'est pas quand je suis fatiguée, c'est à chaque matin, je me scanne. Puis je regarde ce qui est devant moi dans la semaine. Puis là, je suis capable de voir... Bien, ça va me demander de l'énergie. Fait que si je suis bookée jusqu'au vendredi 5 heures, je serais même pas gênée de dire à mon équipe, gang, on enlève ce bloc-là à vendredi 3 heures parce que
je prendrai pas les bonnes Voilà, décisions. c'est ça. Lundi matin, par contre, on va régler ça en 15 minutes. Parce que là, la clarté mentale, mon courage aussi. Tu sais, quand on est fatigué et qu'on dort mal, on a peur. Mm. Moi, c'est automatique, là. Automatique que si j'ai une mauvaise nuit, le lendemain, j'ai pas la capacité de prendre les meilleures décisions. J'ai Comme si peur. t'opères sur le frein un peu, là. Je le sens. Écoute, là, c'est rendu physique. Quand on est conscient de ça, on est capable de mettre le prier sur le break tout de suite. Puis, puis mon équipe, c'est comme ça que je dirige la gang. C'est comme... Si on commence à avoir peur, c'est pas parce que la situation est épeurante, c'est parce que on n'est pas assez solide. Fait que on va aller se reposer 2 jours. Puis ce problème-là, on le réglera pas aujourd'hui. On va le régler lundi. Il va être encore là lundi, mais notre capacité à trouver la solution, puis le courage, l'énergie que ça prend pour le régler, ça sera rien lundi. Mais ça, on s'enfonce dans notre propre... Fait que, puis c'est la même affaire quand je me couche. Tu sais, tantôt, offline, on disait, quand mon cerveau se rêve à 3 heures, puis le hamster part. Ouais, c'est pour ça que je riais tant. Ben, moi, là, quand je me couche, je dis à mon cerveau, j'ai besoin de sommeil, puis mes problèmes, ils vont être... Quand je vais avoir bien dormi, le lendemain matin, ils vont être plus petits. Ouais. Puis les solutions vont venir tout de suite, puis là, c'est conscient. Et là. Conscient. Mais ça sert à rien. C'est une Non, je discipline, sais. ça. Mais Oui, moi, je dis, mais- mais hein. Mais tu sais, c'est parce qu'on a tellement de capacités psychologiques puis conscientes de choses qu'on peut mettre en place pour garder son équilibre. Puis surtout, puis tu sais, même je te dis, prends soin de toi, puis prends soin de ton sommeil. Je suis sûre que tu as de la résistance mentale quand je te dis ça, parce Ah, que c'est je suis même- pas capable. Je suis Ben, pas c'est parce que capable. c'est ça, c'est que c'est même pas... C'est pas que je t'écouterais pas, puis tu sais, c'est pas ça le point. Le point, c'est où je connais pas les... Là, je parle de moi très précisément, mais je connais pas les trucs. Tu sais, si une des filles se réveille dans la nuit, moindre affaire, là, ça peut être le chien en bas de sous-sol. Si je me réveille dans la nuit, c'est impossible. Faut que je me lève. Ou bien je vire de bord dans le lit Ouais. là, toute la nuit. Mais ça, je pense qu'à un moment donné, tu sais, on en parlait tantôt, là, l'entrepreneur qui se voit, tu sais, qui ne fait pas la distinction avec son véhicule. Tu sais, en entreprise, l'entreprise a des repères, puis à un moment donné, quand ça commence à déraper ou aller très vite, on ne voit plus les repères de l'entreprise, puis on voit juste des jalons futurs. On court vers un jalon futur. Un prochain chèque qui va rentrer, un prochain client, un prochain employé miracle qui va arriver, qui va tout solutionner. Fait que là, il y a les repères de l'entreprise. Puis là, l'entrepreneur, lui, a plus ses repères, lui ou elle, là, a plus ses repères dans sa vie personnelle. Ça, c'est un peu la maturité qui rentre, d'apprendre à reconnaître ses repères à soi, puis de prendre des décisions pas juste en fonction des retours futurs puis des jalons futurs de l'entreprise, en fonction de tes repères à toi. Tu sais, je pense que tout ce qu'on discute, tu sais, on parle de risque, on parle de courage. Tu sais, nous, à main, notre mission, c'est de donner aux entrepreneurs le courage du risque. Puis le courage du risque, là, tu sais, c'est pas de dire il faut que tu prennes du risque absolument. Il faut que tu comprennes c'est quoi le risque. Puis, tu sais, le risque, ça se calcule. Il y a des départements dans les banques qui font ça, calculer du risque. Ça se mesure. Le courage, c'est prendre des décisions même quand tu n'as pas toute l'information. Étant en connaissance du risque. Oui, en prenant connaissance du risque, puis de toi, tes repères. Fait que ça, là, le courage du risque, c'est pas une seule grandeur, là, one size fits all. C'est toi, aujourd'hui, maintenant, dans le contexte, c'est ça. Puis, tu sais, par rapport à ton truc de chaque nuit, moi, mon truc à chaque nuit, c'est pas tant de préparer mon cerveau à dormir, c'est de dire à mon cerveau, « Hey, t'en as assez fait aujourd'hui. » La réalité, là, c'est il est 10h, 11h, il est 1h du matin, ça fait 2 heures que tu essaies d'en faire un peu plus avant de te coucher. Là, t'en as assez fait pour aujourd'hui. Merci. Pas juste ça. Tu as fait le mieux que tu as pu faire aujourd'hui, considérant que tu avais un enfant malade, tu as ci, tu as ça. Considérant tout ce que tu as fait, là, la réalité, c'est que tu as fait le mieux que tu as pu faire. Ben, Tu n'as pas fait exprès de faire parce que moins. c'est tu sais, c'est des conneries aussi, là, la nuit. Moi, je prends un exemple encore. Là. Mes sujets de la nuit, là, le Alex de 4 h du matin, il n'y a rien de brillant. Là. C'est toutes des affaires, pas rapport des suivis, tu sais, des trucs. Mais c'est pas le Des titre. suivis a ou de pas la gestion rapport. des C'est toutes des trucs niaiseries. d'émotions. Que là, tu sais, mettons, je me recoucherais puis je me réveillerais à l'heure normale à 8 h le matin. Il y a déjà des solutions. Je sais même pas pourquoi je me suis réveillé puis je pensais à ça. En réalité, souvent, c'est Mais des c'est affaires quoi, que tu sais? tes rêves, là, ta C'est de vie l'anxiété. onirique. Tu sais, c'est comment
Ça vient de où? Les rêves, excuse-moi. C'est parce que, tu sais, les rêves, on dit souvent, ça sert à digérer les émotions. Ouais. Tu sais, il y a un système de digestion des émotions, des tensions, de l'anxiété. Moi, je crois beaucoup à ça. J'ai toujours cultivé, j'ai une vie onirique riche. Tu sais, comme, j'aime le monde des rêves. J'amène mes enfants dans le monde des rêves quand je les amène à se coucher. Parce que c'est un endroit où tu digères des choses. Fait qu'à un moment donné, quand tu t'acceptes, entre guillemets, là, de ne pas dormir pour ruminer des choses dans ton conscient, la réalité, c'est que tu es en train de ne pas digérer ça dans ton subconscient. Fait que l'anxiété, tu peux vivre par rapport à un paquet de petits dossiers qui sont ouverts, qui ne sont pas fermés. Là, tu vas te réveiller, tu vas te lever pour essayer de le régler, alors que tu devrais donner à ton corps puis ton subconscient l'espace pour juste digérer ça. C'est correct qu'il y ait des choses en suspens. C'est correct qu'il y ait des choses qui ne soient pas réglées. Il va tout le temps en avoir, même si tu règles toutes les choses que tu penses que tu devrais régler. Quand tu auras fini ça, il va y avoir une nouvelle liste qui va apparaître magiquement de choses pas réglées. Fait qu'à un moment donné, il faut que tu dises, hey, dans mes heures éveillées, le mieux que je peux faire, c'est ce que j'arrive à faire dans la journée. À la fin de la journée, tu fais ton bilan. Tu fermes ton bilan, là, pas une fois par année, une fois par jour. Tu fermes ton bilan, c'est ça l'état du bilan. Il y a des affaires qui ne sont pas réglées, il y a des affaires qui ont été mieux, moins bien que prévu, mais c'est ça. Je rouvre le bilan demain à 7h, 8h d'abord. On réouvre le cerveau demain matin. Exact. Entre-temps, tu as besoin de cette déconnexion-là. Puis de sortir pas du personnage. Tu disais tantôt, je suis la même fille en affaires ou à la maison avec la famille. Moi, c'est comme si je suis la même personne, mais j'opère sur 2 scènes différentes, je sais pas comment dire. Comme si je dois sortir d'un certain personnage. Avec mes filles, je peux pas être l'entrepreneur et être le je sais pas comment dire ça, l'entrepreneur, le gars de business. Je peux pas être ce gars rigide-là puis ce gars de discipline-là ou que je m'impose à moi, en fait. Là. Je peux pas être comme ça avec les enfants. Puis ma conjointe, encore pire, j'y tape ses nerfs. Là, Alex Business, ça marche pas avec ma blonde. Tu sais? Fait que, je t'entends tellement. Comment on coupe ça? L'identité de l'entrepreneur, mais l'identité de c'est qui Alex après? Là? À un moment donné, je suis un papa, je suis un frère, je suis un chum de boys, je suis un fils, tu sais. Il n'y a pas juste les affaires. Je sais pas si tu peux peut-être nous... Là-dessus, je peux pas t'aider parce que j'essaie d'être la même personne. Je suis la même personne partout. Mais c'est probablement ça le truc, en fait. Ben, probablement. Puis c'est... Je pense pas que je l'ai toujours été, cela dit. Là. Quand j'étais jeune, j'étais comme, justement, réfléchi, analytique. Quand j'étais prof, fallait que là, je jouais un rôle de prof. Il fallait que je sois prof. T'sais. Mais avec l'âge, je suis la même personne. Puis je veux plus jouer ce rôle-là. J'ai pas rien à prouver, ni dans ma famille ou à l'extérieur. Pour moi, c'est plutôt facile. Penses-tu que des fois, il y a des gens qui peuvent se perdre peut-être dans cette identité d'affaires-là? Oui, c'est sûr. Ben oui. Puis pour moi, j'aime bien travailler autour de l'authenticité. S'il y a quelque chose qui est une valeur dans ma maison, les valeurs sont écrites dans ma maison, puis c'est quasiment la même que les valeurs dans l'entreprise. Puis l'authenticité, ça fait partie d'une des valeurs. Puis pour moi, l'authenticité, puis trouver en quoi on est unique, qu'est-ce qu'on a à apporter à notre business. Quand tu es aligné sur ta différence puis ton authenticité profonde, là, puis ton entreprise te ressemble comme ça, t'as pas à jouer 2 rôles. T'es la même personne. Alors que si tu essaies d'être un entrepreneur comme ça, parce que pour toi, c'est toi le modèle, puis que c'est fondamentalement pas toi, ben là, tu es toujours un peu en dissonance, en discordance avec ce que tu es, puis ce que tu projetes. Puis ça, on a vraiment... C'était un des chemins sur lesquels on a travaillé dans la construction de la pédagogie de l'école, c'est sois toi-même. Fais confiance à ce que tu es. Ouais. C'est parfait. C'est dur, tu sais, puis je vais me faire l'avocat du diable, tu sais. Être entrepreneur, je l'en disais tantôt, il y a comme un peu des personas ou des archétypes entrepreneuriaux, puis là, on veut se vivre là-dedans, tu sais, mais après ça, tu sais, si tu avances, tout le monde n'est pas né avec, tu sais, la médaille d'or de la confiance en soi, là, tu sais, c'est normal qu'il faut bâtir ça. Fait que là, si tu te lances en affaires, puis tu fais face à de l'incertitude, puis tu doutes même des fois de tes propres capacités, l'entrepreneuriat, là, le fait d'être en contrôle d'une entreprise,
ça t'amène à un chemin où tu peux facilement, là, tu sais, il y a une scission qui se fait, là, tu sais, il faut que tu sois dans un mode, il faut que tu vendes quelque chose. Même si tu n'es pas 100% convaincu, il faut que tu sois convaincant. Faut que tu arrives dans des situations où, même si ça ne va pas super bien, il faut que tu dises à tes fournisseurs, à tes investisseurs, à tes institutions, ton institution financière, ton banquier, écoute, ça va bien. Tu sais, tu demandes à l'entrepreneur la première réponse, ça roule, ça roule, ça roule. C'est la façon de dire ça roule. Ça roule vite. J'ai aucun contrôle sur le volant, mais t'arrêtes à ça roule. Tu sais, tu dis, ça roule. Fait que, il y a une facilité à commencer à dire des pieux mensonges puis à créer une dissociation. Vraiment une dissociation. Je ne sais pas si vous suivez la série télévisée, mais il y a une forme de dissociation qu'elle peut devenir vraiment extrême. Et autant, là, on la peint comme je suis obligé de dire quelque chose dans lequel je ne crois pas, autant, à un moment donné, ce masque-là de l'entrepreneur, il devient l'espace confortable. Ouais, parce que c'est un masque que tu contrôles, c'est un persona que tu projettes. Puis là, c'est, tu sais, comme à la limite, c'est facile de jouer un méchant ou un gentil, etc., au théâtre. Ça reste difficile, égal pour tout le monde de revenir, puis d'être un papa, une maman, un ami, un confident, d'être honnête par rapport à ses doutes. Fait que, tu sais, l'entrepreneuriat, il y a comme il va amener dans une voie-là. Puis je suis d'accord que le challenge, c'est d'arriver à un stade où on a assez gagné en confiance, on est capable de réconcilier. Mais c'est un monde où il y a tellement de pression, où il y a tellement, comme je disais tantôt, un coup à l'échec, un opprobre au fait que ça n'aille pas bien, là, d'avouer que ça va pas bien, puis d'appeler persévérance entrepreneuriale, de dire j'ai des enjeux, ou de se référer au parachute pour dire je pense que j'ai des enjeux de santé mentale, j'ai besoin de travailler là-dessus. C'est dur. Mais il y a comme... c'est vrai qu'on a un effort à être capable d'amener les gens à réconcilier ça, puis de dire t'es pas obligé de vivre. Parce que quand ça va bien, tu te réfugies là. Quand ça commence à aller mal, là, tu te dis, hey, j'ai investi ma vie dans un genre semi-mensonge. Je suis obligé de dire à mon conjoint, ma conjointe, moi, ça va moins bien que je te disais. Je suis obligé d'avoir la conversation difficile où il faut que je réconcilie le monde que je projette avec le monde réel. Puis ça, c'est vraiment, c'est un piège, une tentation. Naturellement, on va aller là parce que tout est fait pour ça. Tu sais, comme tout va pouvoir t'amener là. Puis ça, il faut trouver son socle à soi, qui est différent pour chacun, je pense. Mais... Tu sais, tantôt, tu parlais de l'énergie. Là. Mais ça, c'est... si tu construis un personnage qui n'est pas toi, tu vas être toujours en perte d'énergie. Ça demande de l'énergie. Oui, c'est sûr. Ça demande de l'énergie. Fait que alors que si tu réconcilies ce que tu es, ce que tu projettes, ce que tu partages, vraiment, puis que tu es dans le marché, tu es en entrepreneuriat tel que tu es dans ton énergie. Tu sais, dans Persévérance, je sais pas, puis à l'école, on fait passer des tests de personnalité ou le test Nova, là. Puis là, c'est comme, c'est la première affaire qu'on fait. Va voir t'es qui. Puis va voir le masque que tu portes. Ça nous permet ça, ce test-là. Puis là, ben, c'est... Puis là, on voit les gens, là, où est-ce qu'ils sont en train de faire semblant. Là. C'est assez fascinant, ça. Ça permet de voir. T'es pas dans ton rôle, t'es pas sur ton X, puis où tu l'es. Fait que il y a des outils pour ça. Savoir, t'es-tu vraiment dans ton masque ou dans ta personnalité, dans ce que tu fais au quotidien. À vous écouter, je me demande si c'est pas... peut-être pour masquer mon côté émotif que je veux pas nécessairement mettre de l'avant, cacher peut-être des vulnérabilités que mon staff n'a pas d'affaire à voir ou à... On dirait, je pense, niveau psychologie, là, si je vous écoute, puis qu'est-ce qui explique ce masque-là? Je pourrais même pas vous répondre. Mais le masque ou le personnage, là, appelons ça comme on veut. Mais... Tu fais un podcast, tu finis ta première saison de podcast qui s'appelle Nature émotive. Je veux dire, on est tous des êtres... d'émotion, là. Je veux dire, on est tous faits d'émotion. Oui, puis tu sais, même dans la dernière épisode, je le disais, le but de Nature émotive, je trouve ça le fun parce que ça amène vers une clôture, là, mais le but de Nature émotive, c'était d'amener des outils aux auditoires, à l'auditoire, tu sais, d'amener des outils aux gens. Puis tu te souviens des discussions qu'on a eues, Louis, dans le début de Nature émotive? En soi, sa mission a évolué vite dans Nature émotive parce que on est passé de santé mentale à bien-être, point. Qui est très large, tu sais. Puis, je me suis rendu compte vite que c'est les gens qui venaient qui m'aidaient moi. C'était pas ma plateforme qui aidait les gens, tu sais. Oui, ça l'aide les gens, évidemment. Là, si ça m'aide moi, je suis garanti qu'il y a du monde qui nous écoute, qui en tire quelque chose, mais l'expérience de tous les gens qu'on a reçus puis qui nous ont fait confiance puis qui ont partagé leur parcours comme tu l'as fait, Nathalie, ben, on l'a entendu, Louis-Félix puis moi, toute l'année, où ce que
souvent, c'est un peu les mêmes patterns qui reviennent en entrepreneuriat où il y a des habitudes ou à peu près les mêmes bobos diagnostiques dans les entreprises qui se retrouvent chez ces gens-là. Mhm. Puis l'école d'entrepreneurship, on l'a entendu. Je pense qu'à tous les épisodes, on l'entend. Le test psychométrique, évidemment, c'est un outil qui est solide. Mais oui, je pense que c'est ça. Je pense que l'idée de nature émotive, sur la 2e saison, vous me demanderiez où on s'en va. Probablement que ça va être plus ça, la tangente. Ça va être de creuser plus au niveau psychologie, aller voir qu'est-ce qui explique ça, ces habitudes-là chez les entrepreneurs. Parce que je suis front row, excusez l'expression, là, mais je suis front row sur ces habitudes-là, puis j'ai pas l'expérience de mes participants, là, je veux dire. Fait que c'est une belle dynamique qui se place dans la nature émotive. Moi, j'adore parler de vulnérabilité. Tu sais, puis pour moi, un leader, là, c'est quelqu'un qui va être capable de parler de ses zones de vulnérabilité puis de fragilité. Puis quand tu mets ça sur la table dans tes équipes, ben t'es capable, les gens sont capables aussi d'exprimer les leurs. Puis c'est à partir de ce moment-là que tu es capable d'être une vraie équipe. Parce que tu compenses il y en a un qui compense la force de l'autre, la vulnérabilité de l'autre. Fait que une vraie équipe, là, ça se connaît profondément. Ça fait pas semblant. Tu peux faire semblant avec 10 personnes pendant un an, mais oublie ça, tu n'auras pas la vraie nature de ton équipe, puis tu n'auras pas non plus la vraie performance de ton équipe. Puis elle va se brûler, ton équipe, parce qu'elle va rentrer au bureau pour faire semblant de jouer au super-héros. Puis Brené Brown, tu écouteras le clip sur le pouvoir de la vulnérabilité. Puis ça touche à l'authenticité. Puis pour moi, tu sais, t'as ton entreprise, t'as la capacité de créer une entreprise à ton image, avec tes valeurs. T'es émotif? Quelle chance d'avoir un entrepreneur émotif que si t'embrasses ton émotivité, les gens qui vont être autour de toi, ils vont se souder autour de ça. Si tu es un employé, tu n'as pas le choix. Peut-être que tu es obligé de jouer un rôle dans certaines conditions, mais le pouvoir de l'entrepreneuriat puis d'un leader, c'est de créer une entreprise à son image. Avec ce qui est important, puis ce qui est... Puis des entrepreneurs émotifs, j'en connais plein, puis ça fait leur force. Parce que tu connectes avec quelqu'un qui est transparent puis authentique. La relation, elle devient beaucoup plus profonde. Puis la vision est puissante quand tu es incarné. Il y a un modèle qui dit qu'une entreprise, là, elle passe de good to great. Là. Ce qui fait vraiment une entreprise vraiment exceptionnelle, là, c'est 3 piliers fondamentaux. Puis on s'attarde souvent juste aux 2 premiers. Dans quoi est-ce qu'on est bon? Véritablement bon et de façon unique. OK? Ça, c'est vrai à l'échelle de l'individu qui se lance pour la première fois tout seul. Puis c'est vrai à l'échelle d'une entreprise de 15 000, 100 000, 300 000. Dans quoi on est vraiment bon? Premier pilier. Deuxième pilier, comment on fait de l'argent? Le unit economics. C'est-à-dire, c'est quoi l'unité de choses que je produis qui fait rentrer un certain volume de dollars? Là, on focus là-dessus. Puis là, on parle souvent de la dichotomie entre le builder puis le comptable qui veut faire de l'argent. Je veux faire un beau produit, je veux faire de l'argent. Là, il y a comme une dichotomie qu'on peut voir à l'interne d'un individu, etc. Mais le 3e pilier, là, il est également important d'eux autres. Qu'est-ce que tu aimes vraiment? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui t'anime? Anime, c'est anima, c'est l'âme. Qu'est-ce qui t'anime? Puis ça, là, tu sais, quand on parle de détresse, de santé mentale, là, c'est que à un moment donné, tu fais de quoi t'es bon, puis t'aimais ça. Mais là, tu as focusé sur être bon puis essayer de faire rentrer des dollars là-dessus, puis on dirait que t'aimes plus ce que t'aimais. Tu sais, d'être capable de miser là-dessus. Les 2 autres servent à rien s'il n'y a pas ça. Puis comme aimer, là, c'est être vulnérable. Aimer quelque chose, puis avouer son amour pour quelque chose ou pour quelqu'un, c'est être vulnérable, cette personne-là ou cette chose-là. Donc, moi, je pense qu'il faut que nos entrepreneurs, il faut qu'ils fassent des choses qu'ils aiment. Dans la vie, on va avoir des citoyens et des citoyennes plus épanouis. On va avoir des produits et des services qui nous ressemblent plus. On va avoir une société qui va être plus heureuse, qui va rayonner à l'échelle mondiale en disant « Hey, voilà des gens qui sont heureux et qui font des choses. Ça, là, pour moi, c'est le pilier qu'on oublie tout le temps. Tout le temps, on parle de ton produit, es-tu bon? As-tu les bonnes fonctionnalités? Fais-tu de l'argent? T'aimes-tu ça? Si t'aimes pas ça,
Ça sert à rien. c'est des calories vides, là. C'est de l'énergie perdue. C'est à vous deux. On arrive à la fin de l'épisode. J'aurais peut-être juste une dernière question pour vous avant de fermer. Qu'est-ce que vous laisseriez derrière vous si c'était pas des titres, des jobs, de ci, de ça? On laisse tout ça de côté. Qu'est-ce que vous laisseriez derrière vous? Qu'est-ce que je laisserais derrière moi? Prenez votre temps. C'est drôle parce qu'on a tous les deux évolué dans un contexte peut-être politique, diplomatique, gouvernemental. Moi, je pense que j'ai peut-être mis trop de temps et d'énergie dans la politique. Puis je parle pas de la politique, politique publique, politique électorale, mais la petite politique, la gestion des égos, etc. Versus dans des vraies relations d'humain à humain. Si je pouvais laisser une bonne partie de ça, des heures que j'ai passées au milieu de la nuit à me réveiller, à être torturé par ça, à me mettre en... Si je pouvais laisser tout ça derrière, la petite politique, trouver une façon de m'en détacher, et boy! Déjà, aujourd'hui, je serais à vraiment un parallaxe de distance là, par rapport à ce que j'ai... La quantité d'énergie vitale que j'ai consacrée à ruminer ça, puis essayer de ménager la chèvre et le chou, puis me faire aimer par tout le monde. Puis, si tu veux te faire aimer par tout le monde, tu vas embarquer aussi dans le jeu de politique, versus t'assumer. Puis, en tout cas, si je pouvais laisser ça derrière, là, je pense que merci. ça ferait du bien. Nathalie? Pour revenir en arrière, là, je dirais... j'ai l'impression que la petite rousse s'est construite autour de la croyance. Fait que c'est sûr que là, je te dirais, je l'ai laissée de côté, mais la croyance, je vais leur montrer que je suis capable. Puis elle m'a habité longtemps, puis jusqu'à ce que je me repose la question, il y a peut-être une dizaine d'années, mais c'est qui? C'est qui eux? Dans le fond, on s'en fout. Puis c'est comme moi, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Puis, ça fait que nos croyances nous limitent. Puis ça en était une qui m'obligeait à carburer. Puis à un moment donné, tu regardes, puis tu te dis, mais de ça t'habite. Consciemment, si je t'habitais par ça, on l'a montré, je suis capable. Mais là, c'est assez. Je vais-tu monter le Kilimanjaro pour les autres? Tu sais, non. Moi, j'ai envie de faire quoi? Qu'est-ce que j'aime faire? Tu sais? Si te plaire à toi-même te suffisait. C'est bien assez. Ouais. Essayez ça. Merci beaucoup à vous deux. Ça me fait plaisir. Je voulais prendre le temps de te dire merci aussi, Louis. C'est pas pour rien qu'on t'a invité aujourd'hui. Tu as été un facilitateur. Tu m'as inspiré même à certains moments. Tu as été un bon chum quand on a eu des discussions des fois moins le fun sur le meaning de Nature émotive puis ce qui se cache derrière le concept. Ton équipe est phénoménale. On invite tout le monde à visiter le mainqc.com. Toute l'information se trouve aussi sur le site de Nature émotive pour ce qui est des programmes de main, là, de l'accompagnement, que ce soit parapluie, parachute. Tout est sur le site web de natureémotive.com. Nathalie, merci beaucoup de t'être déplacée. Tu es descendue du Québec pour nous rejoindre. Merci de ton temps. Merci de ton ouverture. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Puis, je remercie évidemment tous les partenaires aussi, là, donc Pic Valeur Mobilière, qui assure le côté financier, évidemment, de Nature émotive, et le groupe Chevalier-Séguin, qui est un entrepreneur général qui construit des communautés responsables. Donc, voilà. Merci tout le monde et merci pour cette première saison. Longue vie à qui Nature se émotive. termine. Ben oui. Merci beaucoup. Nature émotive tient à remercier tous ses partenaires. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le naturemotive.com.